Sierra Leone, je donne la parole aux États-Unis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie les intervenants, chers collègues. Le président Trump, chers collègues, s'est félicité d'avoir réuni le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que les parties sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Et nous comptons sur le soutien de ce Conseil à l'heure de négocier de ce mandat. La capacité de la MONUSCO à apporter des capacités en appui de ces processus dépend toutefois de sa capacité à circuler
à se réapprovisionner et à appliquer son mandat sans ingérence. Le fait que les forces de la paix de l'ONU soient assiégées par des forces qui sont appuyées par un État membre qui lui-même fournit un contingent aux opérations de paix est une hypocrisie bien triste. Malheureusement, le M23 bloque depuis des mois la MONUSCO et cela a compromis sa capacité à opérer de manière efficace à Goma, comme cela a été évoqué maintes fois aujourd'hui. Et le Rwanda continue à déployer des missiles sol-air et à mener des opérations pour brouiller et leurrer les communications, ce qui a compromis le déploiement des opérations. Comment la MONUSCO peut intervenir, peut réussir dans ces conditions? Nous demandons une fin immédiate à ces obstructions qui sont une violation des obligations du Rwanda et du M23 au titre des accords de Doha et de Washington. Nous appuyons la MONUSCO et ses objectifs et la réalisation de ces accords historiques de manière indéfectible qui présentent un potentiel, celui de mettre fin à des décennies de souffrance dans l'Est de la RDC. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie les États-Unis de leur intervention. À présent, en ma qualité de président, à la représentante de la RDC. Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie de me donner la parole pour l'examen du rapport du secrétaire général ainsi que pour l'examen du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Je salue la qualité du rapport et je rends hommage au département des opérations de paix, aux acteurs humanitaires et à l'ensemble du personnel onusien qui, jour après jour, œuvrent à la protection des civils dans des conditions d'une extrême gravité, nous rappelant que la raison d'être de cette organisation est de défendre la dignité humaine, même lorsque les circonstances sont les plus adverses. Je salue également la présence ici et les contributions importantes du secrétaire général adjoint M. Lacroix, de la Sierra Leone en sa capacité de président du comité 1533, du président international de Médecins sans frontières et du représentant permanent du Burundi. Monsieur le Président, le 4 décembre dernier, à Washington, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont signé un accord de paix facilité par les États-Unis d'Amérique sous le leadership du président Donald Trump. Cet accord, soutenu par les garants régionaux et internationaux, portait et porte l'espoir d'un tournant historique. Pourtant, moins de 24 heures après cette signature, les faits en contredisent les engagements pris. Bombardements, drones explosifs, avancées coordonnées autour d'Ouvira et dans la plaine de la Ruzizi. Il n'est pas acceptable qu'un accord solennel soit ainsi recusé dès le lendemain par ceux qui s'y étaient engagés. Ces actes remettent en cause la dynamique née à Washington et confirment ce que le rapport du secrétaire général souligne. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'est pas appliqué. Les attaques contre les civils persistent. L'accès humanitaire est entravé et la situation continue de se détériorer malgré les efforts diplomatiques. Excellence, la République démocratique du Congo a volontairement choisi la voie de la diplomatie. Ce choix n'est ni une concession ni un signe de fragilité. Il reflète notre sens des responsabilités et notre foi en des mécanismes multilatéraux qui, s'ils sont pleinement assumés, peuvent encore ramener la paix. Nous avons fait ce choix parce que nous croyons en l'engagement des États-Unis, facilitateur principal du processus de Washington, en la constance de l'État du Qatar, garant du processus de Doha, et en la valeur normative du processus de Luanda, dont les principes continuent de guider l'action de l'Union africaine, désormais conduite par la République togolaise. La RDC a agi de bonne foi, la RDC continue d'agir avec bonne foi. La diplomatie n'est pas pour nous un choix par défaut, elle est l'expression de notre responsabilité d'État et de notre respect du droit international. Monsieur le Président, Excellences, depuis le 4 décembre au soir, les positions autour de Gatagota, Ruvunge, Kaziba, Urarambo, Luvungi et le long de l'axe Kamanyola-Uvira ont été visées par des bombardements provenant des positions RDF
M23. Des drones kamikazes ont frappé des zones civiles. Plus de 500 000 personnes ont été renouvellement déplacées. Le Sud Kivu, déjà en fragilité, atteint un seuil de rupture. Ces faits sont documentés par les mécanismes humanitaires et confirmés par OCHA. Il crée également un risque majeur de régionalisation. Des tirs ont déjà touché le Burundi. Uvira n'est distante que de 30 km de Bujumbura. Aucun pays voisin ne peut être exposé à de telles attaques sans risque d'escalade. La stabilité régionale ne peut reposer sur la normalisation de violations aussi graves. Monsieur le Président, moins d'une semaine après la signature des accords de Washington, certains acteurs ont choisi de s'écarter des engagements librement acceptés. Le recours à des narratifs inversés et à une désinformation systématique pour attribuer à la République démocratique du Congo la responsabilité des attaques commises par la coalition RDF M23 est une stratégie désormais bien documentée par des mécanismes internationaux. Nous ne pouvons accepter que la manipulation devienne un instrument de politique régionale. Les faits sont têtus, les résolutions de ce Conseil le sont davantage. La vérité n'est pas négociable et le droit international ne peut être dévoyé pour légitimer l'agression. Les violations constatées contreviennent à la résolution 2773, à l'accord du 27 juin signé à Washington, à l'accord signé à Washington le 4 décembre, à la déclaration de principe et l'accord cadre de Doha et aux conditions même de la mise en œuvre du cadre d'intégration économique régionale aussi signé à Washington. Aujourd'hui, c'est la crédibilité de tous ces processus et de leurs garants qui est en jeu. Mr. President, Excellencies, members of... Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, nous arrivons à un moment de vérité. Soit l'ordre international accepte qu'il est ouvertement mis à l'épreuve par le Rwanda, ou le Conseil assume ses responsabilités. L'impunité dure depuis bien trop longtemps. Le peuple congolais ne peut subir le coup des engagements qui sont violés et des résolutions qui ne sont pas appliquées. Les faits sont clairs. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'a pas été respecté. Les forces étrangères, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, demeurent sur le sol congolais et les civils continuent à être ciblés. L'accès humanitaire est entravé, la désinformation est utilisée délibérément afin de faire porter la responsabilité à d'autres et de protéger les criminels. La crédibilité de tous les processus, Washington, Doha et la facilitation africaine ne dépendent que d'un principe, la redevabilité. Sans conséquence, les accords n'ont aucun effet. Sans conséquence, l'engrenage de la violence se poursuivra. La résolution 2773 est pourtant très claire, mais ce qu'il manque, c'est une application de cette résolution, sans quoi elle ne saurait dissuader la violence, mais ne fait qu'inviter à la violence. Lorsque les violations ne sont pas punies, l'impunité devient la politique. La responsabilité de ce Conseil n'est pas de redire ses décisions, mais de les faire appliquer. La résolution 2773, le constat est implacable. Une nouvelle ville est tombée, une administration parallèle s'est consolidée, des milliers de familles supplémentaires ont fui, d'autres ont été tuées, violées, terrorisées. Et même la MONUSCO, casque bleu, personnel civil, leadership, a été pris pour cible. Pendant ces 9 mois, ce Conseil n'a pris aucune mesure concrète pour faire respecter sa propre résolution et pour défendre sa propre mission. Des appels, des avertissements, mais aucun acte. Ce vide d'action a permis au Rwanda de poursuivre et d'étendre ses opérations dans un environnement où les violations ne rencontrent aucune conséquence. Le moment est venu pour ce Conseil d'affronter une question essentielle. Comment, en 3 décennies de crise, l'absence de mesures coercitives a-t-elle contribué à la persistance de ces violations? Monsieur le Président, la résolution 2773 demeure la boussole de l'engagement onusien. Elle doit être appliquée dans toute sa portée, sans ambiguïté ni exception. La RDC appelle à un mandat robuste, cohérent et adapté aux réalités du terrain.
et protecteur de l'autorité de ce même Conseil. Le mandat renouvelé doit garantir la protection des civils, réaffirmer le retrait des forces étrangères, soutenir les opérations humanitaires, inclure explicitement la protection des casques bleus, du personnel civil et du leadership de la MONUSCO, condamner toute attaque contre eux et empêcher tout contournement des décisions du Conseil. Car en effet, l'obstruction du mandat des Nations Unies par le Rwanda et le M23 ne peut jamais justifier son affaiblissement. Ce Conseil ne peut céder face à ceux qui le défient et qui défient son autorité. Monsieur le Président, la RDC est un pays africain. Elle fait aussi pleinement partie de la communauté internationale. Nous respectons les solutions africaines aux problèmes africains. Mais cela ne peut devenir un relativisme juridique permettant de contourner les normes universelles. Il n'existe pas de version régionale des droits de l'homme ou de la souveraineté. Toute solution durable doit s'appuyer sur les principes universels de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le peuple congolais a choisi la paix. Il l'a demandée, il l'a négociée, il l'a signée. Il ne doit pas payer le prix de la mauvaise foi de ceux qui tournent le dos à leurs engagements. La paix ne peut reposer sur des promesses non tenues. Le peuple congolais a droit à la sécurité, à la justice et au respect du droit international. Ce Conseil doit agir pour que ces droits ne restent pas théoriques, mais deviennent enfin une réalité. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à mettre en œuvre intégralement la résolution 2773. Imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques de l'agression, instaurer un embargo total sur les minerais exportés comme rwandais, révoquer le statut de contributeur de troupes du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et établir un régime de notification systématique pour tout transfert d'armes vers le Rwanda. Les garants de Washington, de Doha et de la facilitation africaine doivent également assumer leurs responsabilités. Ces accords ne survivront qu'à la condition d'une fermeté collective et cohérente. Il appartient désormais à la communauté internationale de faire respecter les engagements pris et de permettre enfin l'avènement d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Je vous remercie.